Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air. Vrai plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Le programme aujourd'hui, l'énorme match contre Fos-sur-Mer malgré la défaite de vendredi dernier. Et puis la large victoire à Saint-Chamond de cette semaine, de mardi. Et on va finir ce podcast par un petit point course au titre, course à la montée en Jeep Elite pour terminer cet épisode. Aujourd'hui, pour m'accompagner, le duo habituel, Lilian et Samuel. Salut messieurs. Salut tout le monde. Comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram maintenant, qu'il y a toute l'actualité sur le site parisbasketball-onair.fr. Voilà, donc nous on va débuter sans plus tarder pour débriefer ces deux matchs. Paris Basketball Air saison 2 épisode 20, c'est parti. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andigel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et premier point déjà, on va pas, je commence par ça, peut-être messieurs qu'on débriefera pas la rencontre contre Nantes de la semaine passée, ou peut-être qu'on va peut-être en dire un petit mot. Je sais pas si vous aviez quelque chose à dire. Paris qui avait gagné difficilement, même s'il y avait une large avance. Paris qui avait gagné à Nantes 76-78. Je sais pas si vous avez un petit mot d'introduction avant qu'on passe sur peut-être le match contre Fos. Non, heureusement, ils ont failli se faire peur. On en aurait plus parlé s'il y avait eu défaite au bout, mais c'est une victoire logique. Ouais, une victoire logique qui était indispensable même pour espérer rester dans cette course à la montée avant d'aller affronter justement cette équipe de Fos-sur-Mer qui se déplaçait à la Carpentier. Il y avait beaucoup de choses pour ce match. Il y avait un troisième maillot dévoilé pour l'occasion. Il y avait le retour du public. Il y avait peut-être les débuts de Check West. Ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu surtout la défaite. La défaite 92-102 contre Fos-sur-Mer qui fait mal dans cette course à la montée. Je pense qu'on va en reparler. Peut-être Lilian, sur ce match, tes premières impressions. Paris est tombé sur plus fort, tout simplement. Ouais, c'est ce qu'on peut dire, mais alors j'ai un peu le même constat que contre Blois, mais cette fois, j'étais presque, on va pas dire content après cette défaite, mais on va dire que j'avais un sentiment beaucoup plus positif qu'après Blois. C'est que là, Paris a tenu tête à vraiment contre Fos, à jouer les yeux dans les yeux, et tu l'as dit, il y avait un peu tout dans ce match pour que ça en fasse un très beau match, retour du public, un nouveau maillot. Fos-sur-Mer qui est l'une des grosses écuries de ce championnat, et les Parisiens ont fait un vrai match qui était en plus très spectaculaire. Donc non, il y a eu défaite au bout, et donc forcément ça, pour la course à la montée, ça freine les espoirs parisiens, mais c'était un vrai bon match de basket auquel on a pu assister vendredi dernier. Sam, est-ce qu'on a des regrets du côté Paris après cette défaite il aurait pu avoir mieux, tu penses? Ouais, beaucoup de regrets. Avec le recul, je me dis vraiment qu'il y avait moyen d'aller gagner ce match et que contrairement à Blois, où vraiment on peut dire que tu es tombé sur plus fort, ce match-là, tu aurais pu aller le gagner parce que comme a dit Lilian, tu les regardes dans les yeux tout le match. Et moi, je trouve que l'équipe, et quand je dis l'équipe, j'englobe le coach avec, a succombé à la pression de l'événement. On est rentré dans une panique, on n'a pas réussi à rester lucide, je trouve. Pour rester sérieux et concentré jusqu'à la fin. Ouais, on a eu Lilian le disait, un premier carton spectaculaire. Ça a fini à 32-30 pour Paris. Et il y avait deux joueurs globalement qui se répondaient de chaque côté. Il y avait Nicanor Medley pour côté Fos qui faisait un peu tout ce qu'il voulait sur la défense parisienne. Et de l'autre côté, on a quand même eu un joueur vraiment en forme, Gauthier Denis, qui met 14 points, je crois, dans le premier quart, qui finit avec 27 à la fin. Son record perso avec le club. Et c'est vrai que au-delà de Gauthier, il y a peut-être Dustin aussi, mais dans une bien plus effacée. Peut-être que les individualités, je trouve, sont pas assez ressorties sur un match où tu as justement besoin de tes hommes forts, on va dire. Il y a aussi le souci que Amarassi n'est pas là et qu'on est un peu embêté justement pour défendre. On a eu des gestions de fautes avec Valentin et Dustin. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, ça manquait d'un mec qui calme les choses, d'un leader. Et je trouve que le coach a failli dans cette mission-là et Camara aurait fait beaucoup de bien parce qu'on a vu le coach très excité, beaucoup râler après les arbitres. On va parler de la conférence de presse un petit peu, au lieu de se focus, je trouve, sur comment rester et aller gagner ce match.
Donc ça, c'est un critère qu'il ne faut pas négliger, je trouve. Il y a Ryan aussi, hein, il faut le dire, Ryan Boatwright qui a... Bah voilà, ça arrive, hein, il est passé à côté, même si tu regardes sa ligne de stats, tu te dis correct, mais dans les moments clés, il rate un lay-up, il perd 2 ballons en l'espace de je ne sais pas combien de temps qui te font sortir complètement du match. Et c'est là-dessus que ça a tourné, je pense. Ouais, chez Sam, on avait parlé, on était un peu surpris même. Paris avait terminé avec Johan Bégarin à la main, la Ouais. rencontre. Et c'est vrai que, en plus, face à Fos, enfin, qui est leader, je crois, ou deuxième en tout cas au moment du match, euh, tu finis pas forcément avec Johan Bégarin qui n'a pas encore cette qualité de passe, euh, on va dire, d'un meneur de jeu gestionnaire, hein. Et très vite, bah, sur le premier ou deuxième ballon qu'il a pour finir le match, il perd la balle il perd la balle, il voulait la donner à Nobel. Une passe un peu compliquée. Et derrière, globalement, le match était fini, hein. Et j'ai trouvé aussi, moi, je trouve que c'est une petite erreur de coaching d'avoir fini avec Johan. Après, c'est vrai, hein, il manquait peut-être des solutions, parce que bah, Milan. Il était en confiance, hein, il était en confiance sur le match, hein, Juan. Oui, 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 oui. Mais Mais c'est vrai que quand tu prends sa palette, remonter la balle, avoir un bon handle, bah, tu le vois, hein, dès que la première montée de balle qu'il a eu à faire quand il était meneur en fin de match, il perd la balle. voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis bah, derrière, après, peut-être que tu aurais pu mettre Milan. C'est vrai que Ryan n'était pas dans un super soir, même si bah, voilà, la feuille de stats est correcte. Mais je trouve qu'il y a peut-être d'autres solutions à trouver. On n'a pas vu Kevin Franceschi du match. Peut-être qu'il aurait fait du bien aussi, je sais pas, hein. Là, on l'a vu contre Saint-Chamond. Je sais pas, il y aurait peut-être eu des choses à tenter plutôt que de se laisser enfermer peut-être dans le rythme de Fos. Parce que sur la deuxième mi-temps, j'ai vraiment eu l'impression que Fos était en contrôle et ça se voit, moi je trouve, notamment par le dernier quart-temps de Kevin McLean, globalement, où il fait ce qu'il a envie, il va chercher les fautes qu'il a besoin, il met les tirs qu'il a besoin aussi, hein. Il finit avec 21 points à 6 sur 11 au tir. Non, non, et 7 sur 8 au lancer franc. On lui a donné beaucoup de lancers. Et je trouve que Paris n'a pas réussi à se dépêtrer de ce rythme. Lilian, je ne sais pas toi si tu es d'accord avec cette analyse-là, que Paris en fait s'est laissé vraiment embarquer dans le rythme de Fos dans cette rencontre. Oui, globalement, même si voilà, on l'a dit, Paris a rivalisé avec Fos, c'est qu'on sentait quand même un tout petit peu dans l'atmosphère du match que c'est les sudistes qui avaient plutôt un peu la main mise. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà vues. Enfin, je veux dire, quand on parle de Ryan Boatwright qui a fait plusieurs pertes de balles un peu qui sont importantes en fin de match, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu contre Blois lors du premier match où Paris revient et au final aurait pu l'emporter avant que ça aille en prolongation et qu'au final on perde le match. Mais il y avait aussi eu des pertes de balles fâcheuses qui avaient un petit peu coûté la rencontre. Là, ça se reproduit un peu pareil. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ce que disait Sam avec Jean-Christophe Rett, c'est vrai que souvent sur le bord de la touche, il est très, comment dire, très impliqué dans les matchs de son équipe, que ce soit pour un peu pour tout, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que peut-être dans ces matchs à enjeu où toutes les actions, tous les petits détails comptent, peut-être que ça joue dans le fait que son équipe n'arrive peut-être pas forcément sereine dans le money time. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà vues cette saison et qui malheureusement, là, c'est encore une fois pas passé contre Fos. Ouais, contre les grosses équipes, bah, c'est Gauthier Denis qui le disait en conférence de presse, qu'on avait souligné aussi dans le dernier podcast, c'est que Paris a du mal en fait à gagner contre les grosses équipes. Contre les équipes qui sont devant elle, je crois qu'il n'y a que Nancy qu'on a battu cette saison. Et Oui, c'était assez récemment, donc Saint-Quentin, Quimper, ils étaient très diminués. et ils étaient très diminués. Mais en soi, Fos n'arrive pas dans une dynamique très très bonne à Carpentier vendredi, hein. Ils venaient de perdre contre Saint-Chamond, que Paris a explosé mardi. Ouais. Ils ont des blessés. Jaron Burrows, là, qui notamment finit pas la saison. Alan De Cossy, qui est quand même un des candidats pour être meilleur jeune de la saison, n'était pas là non plus et qui est un vrai pilier de cette équipe. Et pourtant, Paris, qui est quasiment au complet, a défailli. Pour moi, il y a c'est très brut, hein, mais si on parle juste simplement, Paris a pris 102 points à domicile. Je ne sais pas si c'est arrivé une seule fois. Je crois que c'est arrivé juste pour le match à Bercy face à Aix-Marine il y a plus d'un an. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que Fos a trouvé son rythme, c'est il y a eu beaucoup, beaucoup de paniers dans ce match. Finalement, pas forcément beaucoup de défense des deux côtés, mais c'était un style de match, je trouve, qui allait mieux à Fos qu'à Paris. Ouais, 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 non, 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 c'est clair, c'est clair. Et puis, pour revenir sur les matchs contre les gros, de toute façon, là, va y avoir un test, hein, qui est dans 2 jours, enfin, qui est dans, ouais,
on enregistre mercredi, qui est dans 2 jours contre Quimper. Donc là, ça va être un match vraiment, vraiment. Pour le coup, celui-là, il va être décisif. Ah bah, c'est clair que contre Fos, tu te tires une balle dans le pied, mais on va dire qu'il te reste un pied à la limite pour essayer d'aller chercher cette première ou seconde place. Parce que t'es pas tant largué que ça, hein, parce que Fos qui est premier, aujourd'hui n'a que 3 victoires d'avance sur Paris 6e. Donc en soi, c'est jouable. Maintenant, il reste entre 5 et 6 matchs à chaque équipe. Donc, bah, tous les matchs sont des finales. Effectivement, tu perds contre Quimper. Là, c'est terminé. Ce sera terminé pour la montée. Si vous avez peut-être une performance individuelle à mettre en avant sur ce match, on a parlé de Gauthier, on a parlé de Juan. Est-ce que vous aviez un autre joueur que vous vouliez plus mettre en avant? Bah, il y a Milan qui a eu un gros apport quand même. Mhm. Deuxième éval de l'équipe, 10 points, 50% au tir. Il met tous ses lancers francs, prend 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions. Milan, voilà, c'était un. Milan, on peut lui reprocher des fois de ne pas être focus ou on a l'impression que c'est du un match sur deux. Mais en tout cas, quelque chose, c'est que Milan, il n'a pas froid aux yeux, public, pas public. Quand il faut monter sur deux et aller chercher sa faute, il va monter sur deux et aller prendre sa faute. Donc ça, c'est intéressant et il a montré du caractère dans ce match-là, alors qu'il joue que 19 minutes. Ouais, puis Milan, bah, c'est un peu tout ou rien en ce moment. Alors, il y avait eu ce gros match avec Maurienne. Il y avait eu une passe un peu moins bonne, même beaucoup moins bonne d'ailleurs contre Nancy et Nantes. Et puis là, Fos-sur-Mer et Saint-Chamond, on retrouve un Milan avec le mindset en tout cas qu'il faut pour ce genre de match. Et contre Fos, il a été largement au niveau. Le deuxième meilleur parisien, je pense aussi. Sauf si Lilian, tu as un point, peut-être qu'on enchaîne sur Saint-Chamond. Non, non, on peut partir sur Saint-Chamond. Et ben Saint-Chamond, on va dire beaucoup moins serré pour le coup. Paris qui s'est imposé, c'était hier pour nous, du coup, mardi soir, une victoire 107-76 du côté de la Halle Bouloche. Une première mi-temps où Paris a eu du mal à rentrer dans son match quand même. On a vu des Parisiens vraiment bousculés qui repartent au vestiaire avec seulement 2 points d'avance, 48 à 46. Et puis une deuxième mi-temps de très haute volée, honnêtement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment Saint-Chamond, peut-être que on va en parler, hein, mais peut-être que Saint-Chamond a baissé de rythme, mais Paris a, lui, augmenté le sien de manière assez forte. Pour gagner de plus de 30 points, Saint-Chamond, au match aller, avait perdu de 27 points à la Halle Carpentier. Ils ont pris 31 points au retour. On peut dire que c'était déjà bien pour se rassurer. Je ne sais pas, Lilian, pour commencer sur ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé, surtout cette deuxième mi-temps qui donne vraiment envie et des belles perspectives, on va dire, d'avenir pour la fin de saison? On se le disait en off, c'est vrai que ce match retour face à Saint-Chamond, c'est un peu le copier-coller du match aller où Saint-Chamond qui se bat pour le maintien et qui démérite pas dans chacun de ses matchs, hein, ils ne sont jamais vraiment largués. Et ben, ils tiennent en joue Paris, qui arrive pas forcément à se défaire, qui a eu beaucoup de mal en attaque, notamment dans le premier quart-temps. Et c'est notamment, j'ai trouvé sur ce match, ce qui est vraiment intéressant, justement, c'est ce que tu attends un peu de ton banc face à des équipes d'un niveau, on va dire, d'un niveau moindre, c'est que le banc performe. Et justement, c'est le banc qui a un peu sonné la révolte dans ce match, avec Valentin Chéry, avec Milan Barbic, on en parlait juste avant, qui ont permis à Paris de se relancer dans cette rencontre avant qu'en seconde période, là, le troisième quart-temps, franchement, il n'y avait rien à dire. Il y a tout qui réussissait à Paris. Et on a senti que l'athlétisme, enfin la différence d'athlétisme entre les joueurs des deux équipes s'est fait vraiment ressortir dans cette seconde période où là, Saint-Chamond n'avait plus les armes pour répondre aux défis physiques imposés par Paris. Je trouve qu'après la mi-temps, ils avaient bien résisté parce qu'il y avait de l'enjeu, qu'ils étaient obligés de gagner en première mi-temps. Mais au retour des vestiaires, c'est juste que la logique a été respectée. Je parle de hiérarchie. On avait une équipe plus faible et une équipe plus forte sur le terrain. Et la nature entre guillemets, repris ses droits en deuxième mi-temps. Paris a fait ce qu'il fallait, a haussé le ton. Tu as 7 joueurs qui ont mis 10 points. Et puis quand tu regardes les statistiques, voilà, Saint-Chamond shoot à 43%, quand Paris shoot à 63%. Et c'est là la différence. Hein. Je pense que Saint-Chamond s'était bien battu en première mi-temps, mais au bout d'un moment, le
le talent et le sérieux a repris le dessus, je pense. Il faut dire que Paris a beaucoup d'adresses à 3 points aussi sur ce match, hein, qui termine à 13 sur 29, quasiment 45% à 3 points. C'est des standards qu'on commence de plus en plus à trouver. Moi, c'est surtout les Ouais. 28 passes décisives qui me choquent un peu à la fin du match quand je vois la stat. C'est que le ballon a bien tourné du côté du Paris Basketball, ce qui n'est pas forcément évident avec cette équipe. Et C'est vrai qu'on que a 6 pour Milan, 6 pour Juan, 5 pour Dustin, 7 pour Ryan, c'est beaucoup. Ah ouais, non, non, mais c'est immense. Et puis là, bah, voilà, Ryan, ça commence à être sérieux, hein, au niveau des passes décisives. J'ai pas la place en tête, mais il doit être dans le top 5, je pense, des meilleurs passeurs de Pro B. Et voilà, c'est vrai que c'est Milan qui retrouve un peu de playmaking pour les autres. C'est bien aussi parce qu'il crée plutôt bien pour lui. Maintenant, l'enjeu, c'est de créer pour les autres. Et puis Juan, il commence à devenir régulier à la passe, hein. Bah, effectivement, mais ça fait ouais, un bon mois maintenant qu'on retrouve même plus, même d'ailleurs, que Il a Juan. 3, il a 3 par match sur la saison, mais sur les derniers matchs, il doit être à 4-5, hein. Bah, Enfin, 4. même à 3 par match, Jeanne Bégarin, tu vois, tu me dis ça au début de saison, voire même un peu encore avant. Mm. Je suis loin de penser qu'à la fin de saison, Jeanne Bégarin il termine avec 3 passes décisives et qu'il est peut-être le troisième meilleur passeur de l'équipe, par exemple. Tu vois. Ça, c'est sûr qu'au début Bien de sûr. saison, et même il fait pas un mauvais match en soi. Après, il est très peu en vue par rapport aux autres parce que tous les autres mettent dedans et que l'enjeu du match en soi enfin, comment dire, donnait pas forcément à ce que John Béguin soit au top de sa forme pour l'emporter. Hein. Mais globalement, je sais pas. Alors, je sais on discutait peut-être un peu en off hier sur Valentin Chéry, où je sais que Sam, t'étais moins enthousiaste que nous. Moi, je trouvais que son match était plutôt bon. Mm. Mais je trouve que globalement, collectivement, cette Non, équipe. Vas-y. il a fait un bon match, mais franchement, c'était une faible équipe. On n'a pas parlé de sa performance contre Fos-sur-Mer, mais il sort avec une éval négative. Il n'était pas à la hauteur à la hauteur de l'événement. Et je pense que, oui, on en avait parlé. C'est compliqué offensivement, même s'il apporte beaucoup défensivement. Ouais, mais c'est surtout en fait qu'on l'a beaucoup vu avec le ballon contre Saint-Chamond. Hein. Alors certes, en début de match, il y a eu des tirs. C'est des tirs qu'il doit pas prendre parce que bon, bah, c'est pas ses qualités, on va dire. C'est des shoots où qu'il doit plus laisser à d'autres joueurs, notamment Dustin Sleva par exemple, qui prend que 7 tirs sur le match, alors que c'est le meilleur marqueur de cette équipe. Et, euh, et non, mais Valentin après forcément bataille au rebond sur la défense, il provoque quand même 4 fautes. C'est quand même sérieux, je trouve. Mm. Est-ce qu'on partirait Ah, pas je voulais sur. juste dire un truc. Je sais pas si Vas-y. c'est quoi la suite. C'était quoi, t'allais passer à quoi, Sur un Flo? joueur, sur un n'importe quoi, ce que tu veux. Bah ouais, c'était ça, c'était sur un joueur. Moi, pour la fin de saison, je pense que si Paris veut être dans le sprint final jusqu'à la fin, ça va forcément passer par un bon Nobel et un bon Nobel bon Goukolo. Et moi, je suis préoccupé quand même par ses performances. Alors là, il a fait un bon match contre Saint-Chamond parce que voilà, c'était Saint-Chamond. Il met 11-4-2. Mais par exemple, son match contre Fos, il est complètement passé à côté. Il te met 3 points, 3 rebonds, 3 passes. Avec des pourcentages, voilà, c'est 3 points. Il n'a pas mis un shoot du match, hein, contre Fos, hein, il met que des lancers francs. Je le sens moins concerné et franchement, je trouve ça dommage parce que sur le papier, c'est censé être mon scoreur. Et franchement, ça m'inquiète pour cette fin de saison. Bah, on l'avait vu bien finir la fin avril. Je me souviens il commençait à retrouver de la régularité. Je te donne la parole après Lilian. C'est vrai que là, désormais, depuis Nancy, peut-être, voire même Blois, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour lui. Et il se met pas en avant, je trouve. Il se met juste pas en avant. Je sais pas si. Vu Il est qu'il en, nonchalant. il est nonchalant, mais moi, tu vois, je sais pas si c'est puisqu'il est en fin de contrat et que on est sur la fin de saison, il veut peut-être pas forcément se blesser. Je sais pas s'il se laisse un peu aller et qu'il donne pas tout. Je sais pas. Je me pose juste des questions. Mais c'est vrai que c'est préoccupant et justement, tu le dis, ça, pour la fin de saison, il faut absolument que Nobel Bonkolo soit à son meilleur niveau pour espérer aller chercher ce top 2 pour la Jeep Elite. Ça, Lilian, sur Nobel. Le problème, c'est qu'on dit ça avec Nobel depuis 2 ans, j'ai l'impression. Donc, Bah, c'est compliqué là sur les. Il reste quoi? 6-7 matchs? non, il en reste moins. Alors, il en reste 6 il en reste 6 pour Paris. Ça me semble être compliqué d'espérer un réveil de Nobel sur les 6 derniers matchs. Alors oui, il y aura certainement un ou deux matchs où il va reperformer au scoring.
Mais je le vois mal là entamer une série où il élève son niveau d'un coup. C'est franchement, Non, mais tu vois, j'ai même pas pas au grand-chose à scoring. ajouter parce que c'est l'éternel débat avec Nobel. On ne sait pas trop quel est son véritable niveau avec Paris. Est-ce que c'est celui de quand il fait des bonnes performances où il arrive à être comment dire, fringant sur ses pénétrations, où il arrive à provoquer beaucoup de fautes, ou est-ce que c'est celui qu'on voit trois quarts du temps, où il est un petit peu, voilà, comme vous le dites, nonchalant, où il n'arrive pas à peser dans le scoring, là où on l'attend pourtant. Donc, Non, mais même pas que forcément dans le scoring. j'espère qu'il va se réveiller, mais moi, je compte pas sur lui pour que Paris remporte quasiment tous les derniers matchs de la saison. Moi, je te parle même pas que dans le scoring. Il y a des matchs l'année dernière ou en début de saison où il n'était pas en réussite avec son shoot. Oui, il arrivait à créer pour les autres. Et il arrivait, mais même pas défensivement, il était investi, il était dans les meilleurs intercepteurs de la ligue. Même là, il est dispersé en défense, quoi. C'est ça Ouais, qui m'inquiète. ouais, et puis tu vas pas jouer là dans les équipes qui vont arriver. Alors certes, tu auras Poitiers, tu auras le dernier du championnat, etc. Mais tu auras quand même des gros clients, notamment à l'aile, qu'il va falloir se coltiner. Ça va pas être simple. Et il est titulaire désormais maintenant, puisque bah, justement, Amara est pas. De toute façon, Jean-Christophe Roy maintenant préfère démarrer avec Nobel Bonkolo depuis début mai. C'est vrai que il traîne de la patte et j'ai pas envie de dire que c'est un malus pour l'équipe, mais presque en fait. On trouve un Nobel Bonkolo vraiment pas forcément euh, sous sa meilleure forme, ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il est juste positif pour l'équipe ou est-ce que vraiment son impact et son rendement, il est même négatif? Moi, je me pose la question maintenant. Est-ce que Nobel Moncolo, enfin, je sais pas en fait. Je me pose. C'est vrai c'est un débat qu'on a depuis plusieurs semaines, mois, voire saisons. Du coup, maintenant, j'ai du mal à voir comment. C'est vrai comme Lilian, comment il va pouvoir se réveiller et du coup, c'est un gros problème pour la fin de saison. C'est un gros problème pour la fin de saison, Sam. On En- va en- rappeler quand même, on va rappeler qu'avant, enfin l'année dernière, c'était grosse défense. Quand on n'y arrive pas devant, tu donnes la balle à Nobel. On est très loin de cette époque quand même. Bah, je suis en train de regarder ses matchs au scoring l'année dernière. Il a que deux matchs où il termine sous les 10 points, toutes compétitions confondues. C'est incroyable. Cette année, je ne vais pas les compter parce que j'ai sous les yeux, mais il y en a une petite dizaine, je pense. Facile, au moins une dizaine. Et ça, c'est pas le Nobel Bunkolo que Paris a pris à l'été 2019. Et là, on est vraiment sur un joueur qui joue complètement à l'envers de ses qualités, en fait. Qui cherche énormément la faute et qui essaie de se rassurer sur lancer franc parce que derrière, il n'arrive pas à faire la différence. Est-ce qu'on passe pas sur le point course à la Jeep Elite pour terminer cet épisode? Donc, on le disait, Paris qui est sixième avec 28 matchs, 17 victoires et 11 défaites. Euh, donc, devant, il y a Quimper qui a un match d'avance, une victoire d'avance. Nancy qui a 18 victoires, Blois qui a 18, Saint-Quentin à 19 et Fos avec 20 victoires. Est-ce que pour vous, c'est toujours jouable? Et dans quelle mesure, de quelle manière Paris pourrait encore espérer accéder à la Jeep Elite d'ici le 11 juin? En fait, le truc, c'est que même si tu t'as pas t'as plus avec la double défaite contre Blois et la défaite contre Fos, je considère que Paris n'a plus son destin entre ses mains. Parce que ça va dépendre de ce que font notamment Blois, Saint-Quentin et Fos. Tu peux rejoindre Quimper et Nancy, parce qu'ils vont sûrement laisser les plumes. Bah, tu as une confrontation directe contre Quimper et Nancy. Après, pour les trois de devant, tu as juste à espérer qu'elles perdent, quoi. Parce que même si toi, tu gagnes tout, là, je suis en train de regarder le calendrier de Blois. Blois, ça va jouer Nantes. Ça devrait gagner contre Nantes. Bah, le problème, Ça va jouer Grise. Grise, ils peuvent poser des problèmes. Il y a un Blois-Nancy. Après, c'est deux nains de Vichy et Saint-Chamond, quoi. bah, après, il Donc, y a des équipes, notamment Saint-Chamond, qui va jouer quelque chose en fin de saison. Parce que là, globalement, il n'y a que 9 équipes qui jouent un truc sur ouais, la mais saison. Saint-Chamond, ils jouaient déjà quelque chose contre nous, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Bah, ils ont pas ce qu'il faut, mais sur un gros malentendu, Fos est tombé là-bas. Maintenant, il n'y a pas Franchement, là, assez je suis devant d'équipes. le calendrier de Saint-Quentin. Je suis devant le calendrier de Saint-Quentin. À part Nancy, après, ils ont Évreux, Poitiers, Rouen, Saint-Chamond, Vichy.
ça fait pas masse de grosses équipes. Et ça fait beaucoup d'équipes, surtout qui joueront rien d'ici la fin de saison. Exactement. Hein. Parce que globalement, il n'y a que Paris, enfin, il n'y a que les 6 premiers qui jouent quelque chose et les 3 derniers. Le reste, globalement, sont assurés du maintien et sont assurés de ne pas monter. Fausse, on peut espérer. Il y a encore Nancy, Quimper. Il y a encore Nancy, Quimper et peut-être Nantes qui peut aller déranger Fausse. Et Nancy, ils ont une fin de calendrier, les pauvres. Ouh là là. Bah, le problème, c'est qu'ils ont eu des cas de Covid et qu'ils sont dans le sprint final, mais c'est la même chose pour Rouen. Rouen, par exemple, là, ils ont joué que 24 matchs. Toutes les équipes ont joué 28 ou 29. Et eux, ils ont joué que 24. Ils vont se retrouver à devoir cravacher en fin de saison, à jouer tous les 2 jours jusqu'au 15 juin. Notamment, ils vont jouer contre nous dimanche, peut-être parce qu'ils ont encore des cas de Covid et qu'ils n'ont pas rejoué depuis. Ça commence à être compliqué. Et, eux, clairement, ils vont bazarder leur fin de saison. Ils ont 11 victoires. Ils sont assurés d'être maintenus. Maintenant, ils vont se lâcher et ils vont clairement lâcher le truc. Mais c'est vrai que pour la fin de saison de Paris, il va falloir un gros miracle. Globalement, il va falloir un gros miracle. Il va falloir que les équipes devant perdent. Alors certes, on sait que la Pro B, c'est quand même serré, mais c'est ça aussi le problème. C'est que si les équipes devant toi perdent, c'est pas suffisant. Parce que derrière, il faut gagner. Il faut gagner tous tes matchs. Et aujourd'hui, est-ce que Paris, par exemple, fait un 6 sur 6 pour finir la saison? Moi, je le vois pas du tout comme ça. Lilian, peut-être un peu là-dessus aussi? Ouais, c'est vrai que voir un 6 sur 6, ça serait compliqué. Après, il y a quand même moyen que Paris gratte quelques places. Là, on va jouer Quimper en confrontation directe vendredi. Quimper qui a des absents, enfin qui cumule des absents depuis quelques temps. Je pense qu'on peut passer devant, sur les matchs qui vont rester, devant Nancy et Quimper. Après, voilà, si on est, j'ai envie de dire, on sera 3 4e, derrière 3 équipes qu'on n'aura pas battues cette saison, qui sont Fos, Blois et Saint-Quentin. Donc j'ai envie de dire, bon, ça serait logique. Ça serait l'ordre des choses, on va dire. Et on a l'impression, moi je sais pas vous, mais on a l'impression que Saint-Quentin, ils sont au point de craquer à chaque match. Mais ils ont juste un joueur trop fort, parce qu'ils ont quand même le meilleur scoreur de Pro B qui a 19 ans. On peut même dire deux. Oui, ils ont les 2 meilleurs joueurs et le meilleur coach. Ça sera les trophées en fin de saison, ça. Mais du coup, moi, je trouve qu'ils sont au bord de la rupture physique sur les matchs. Tous les matchs, globalement, ils se jouent à rien avec eux. Mais ils jouent à un tir et à chaque fois, ça rentre. C'est pas anodin, on va dire. C'est une meilleure équipe que Paris. Tu l'as dit, Blois, on a perdu 2 fois contre eux. Globalement, sur l'aller-retour, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et puis, Fos-sur-Mer, pareil. Hein. Fos-sur-Mer, c'est peut-être l'équipe qui nous a avec Saint-Quentin, c'est l'équipe qui nous a le plus malmené au final. Parce qu'au match aller, c'était début mars. C'était le premier match de Ryan Botwright. Il n'y avait pas eu photo, globalement. Il y a Blois quand même aussi. Hein. Et oui, il y a Blois. Si Paris termine 4e, on pourra se dire déjà que c'est une saison réussie. On pourra déjà se dire ça. Et puis derrière, reconstruire sur autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que cette montée en GP Elite, sauf si tout le monde se met à perdre et que seul Paris se met à gagner, ce qui paraît vraiment très, 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 très improbable, la montée en GP Elite paraît vraiment compliquée désormais. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à ajouter ou on conclut cet épisode? Non, ça m'a l'air bon. Hein. Eh ben, c'est nickel. Juste, effectivement, à faire le calendrier qui arrive. Il y a 3 matchs la semaine qui arrive. 3 matchs en 5 jours. Hein. Vendredi 28 à 16h à la Halle Carpentier. Ce sera 3 matchs à domicile. C'est à 16h vendredi? C'est à 16h vendredi. Ils ont changé l'horaire pour adapter au public. 16h contre Quimper. En quoi ça adapte au public 16h? Je pense que c'est plutôt adapté à Quimper qui peut rentrer dans la soirée. Je pense que c'est plutôt ça. Ah ouais, non, c'est plus ça. Bon, en tout cas, c'est à 16h vendredi. Dimanche, si le match n'est pas annulé entre-temps, Paris recevra Rouen à 18h. Et mardi, donc vraiment tous les 2 jours des matchs, la réception de Vichy-Clermont à 18h également. Voilà. Vendredi, on saura globalement si Paris a des chances de terminer dans le top 4-5. Et puis, il y a derrière des matchs un peu qui ne servent pas forcément à grand-chose, mais au moins pour finir la saison dans le haut du classement.
Avant de terminer, je vous rappelle nos réseaux sociaux. Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Facebook, c'est Paris Basketball On Air. Il y a Instagram désormais, vous le savez, Paris Basketball On Air. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur les 3 matchs qui arrivent sur le site. N'oubliez pas de liker et partager le podcast, de mettre des pouces bleus sur YouTube, mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Enfin bref. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour le prochain podcast. Merci les gars et à la prochaine. Ciao. Salut! Salut l'équipe.